bienvenue à tous les collègues de l'Institut Yad Shargaya. On souhaite aussi la bienvenue à Monsieur Christophe Rodeau. Il va se présenter tout à l'heure. Il a animé, pour ceux qui ont participé à la dernière édition du colloque gratuit, il a participé à animer 3 ateliers pour 3 groupes d'enseignants sur tout ce qui est relatif, inhérent aux neurosciences et apprentissage. On le remercie d'avoir accepté, et c'est lui qui a proposé cette initiative d'animer une conférence aujourd'hui sur tout ce qui est neuromythe et apprentissage. Ok, donc merci. Merci à toutes d'être venues aujourd'hui. On va passer une petite heure ensemble à partager, à échanger sur cette question. Quelles sont les choses que vous pensez savoir sur le cerveau qui apprend, tout ce qui est relatif aux apprentissages et qui pourtant est faux, qui pourtant ne se révèle pas scientifiquement validé dans les pratiques pédagogiques. Ça, c'est ce qui va nous intéresser pendant une heure, mais avant de commencer, il y a 2 choses importantes qu'il me faut vous dire. La première chose, c'est qu'on va parler de sujets extrêmement divers. Donc, je ne me présente pas face à vous comme étant un expert. Je ne suis pas l'expert du cerveau qui sait tout sur le cerveau. Je ne suis pas là pour vous dire ni quoi penser, ni comment faire votre métier. C'est absolument pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse échanger sur un certain nombre de questions autour de l'apprentissage et des idées reçues qu'on peut avoir autour de cet apprentissage. La deuxième chose qu'il me faut vous dire, c'est me présenter un petit peu. Je m'appelle Christophe Rodeau, j'ai une formation de neuroscientifique. Pendant une petite dizaine d'années, je me suis intéressé au fonctionnement de la mémoire et maintenant j'ai quasiment arrêté tout ce côté enseignement et recherche pour me consacrer à ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire partir de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau à partir des études scientifiques pour ensuite en tirer des pistes et se dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques et notamment aujourd'hui les pratiques pédagogiques. Comment parfois on peut avoir certaines pratiques pédagogiques qui se basent sur des idées reçues, sur des croyances. Et parmi toutes les activités de vulgarisation scientifique, de conférences que je peux faire, j'ai aussi un podcast qui s'appelle La tête dans le cerveau. Si je vous dis ça, c'est pas seulement pour faire ma publicité, c'est aussi pour vous dire que parfois, certains des neuromythes dont je vais parler, j'en ai déjà parlé dans certains des épisodes de mon podcast. C'est pour ça que vous verrez ce logo apparaître sur le côté avec un numéro en dessous. C'est juste pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur ce neuromythe, il est possible d'aller écouter cet épisode. Et aussi, plus que ça, chaque épisode de mon podcast est associé à un article sur mon blog qui liste toutes les sources scientifiques que j'utilise pour pouvoir dire ce que je dis. Je suis pas quelqu'un je suis pas un neurogourou qui est là pour vous dire ça c'est le fonctionnement du cerveau. Je suis plus un passeur entre ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et tout un tas de publics, notamment ici. Tout ce qui va nous intéresser, c'est lié à l'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant une petite heure. On va partir en voyage dans ce magnifique monde qui mêle d'un côté le cerveau et toutes les idées reçues, toutes les croyances qu'on peut avoir sur ce cerveau. Pendant une petite heure, on va parler de neuromythes, ces croyances infondées sur le fonctionnement du cerveau. Lorsque je vous dis des idées reçues sur le cerveau, est-ce que vous avez certaines de ces idées? Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on parle du cerveau qui apprend, est-ce que vous avez certaines de ces croyances? Si oui, lesquelles? Des éléments? Oui? Comme quoi? c'est la boîte où je conserve toutes mes connaissances. La boîte où je conserve toutes mes connaissances? Le cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est la mémoire, et la mémoire, c'est quelque chose que je viens graver, et que une fois que je l'ai mis dedans, cette information ne bouge plus, n'évolue pas, d'accord? D'autres? C'est que la deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, une hémisphère ici, l'autre ici. Ok. Il y a effectivement certaines théories qui diraient que toutes nos fonctions créatives seraient d'un côté de notre cerveau et toutes nos fonctions analytiques, mathématiques seraient de l'autre côté. Ok. Je prends tout ça et après on va voir si ce sont des neuromythes ou pas. Je vous en prie. Les femmes peuvent faire du paracor, les féminins pourraient travailler en zone parallèle, c'est pour faire que les hommes Vous, mesdames, vous avez tout un super pouvoir. Vous êtes multitâches.
Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que nous, messieurs, on vous laisse tout faire. Parce qu'on ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. OK? Quoi d'autre? Je vous en prie. Il y a vraiment des cycles d'apprentissage préférés pour chacun de nos gens. Il y a les OK. Bon, je crois, j'ai tellement fait de formation sur ça en numéologie, en fait, ça s'est tenté. OK. Ben, je suis désolé, on va en parler. Cette idée que chez chacun de nous, on aurait un canal sensoriel, un sens qui serait notre sens préféré. Et la meilleure façon pour nous d'apprendre, ça serait de faire passer ce savoir par ce sens. C'est ce qu'on appelle la théorie des styles d'apprentissage. OK? Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres éléments, d'autres idées où vous vous dites, c'est peut-être scientifique, ça l'est peut-être pas? Les hommes sont meilleurs en mathématiques. Ouais. Non, bah oui, non. On est là pour juger personne, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais même si vous y croyez, il n'y a pas de souci. Le relation, l'émotionnel, ben oui, d'accord. Ouais. D'accord. D'autres choses? Type d'intelligence, on serait tous intelligents, mais si certains élèves réussissent mieux à l'école, c'est parce que l'école n'exploite que certaines facettes de l'intelligence. Mais ces élèves-là qui ne réussissent pas sont tout aussi intelligents, c'est juste que leurs ressources intellectuelles ne sont pas mises dans les types d'intelligence favorisés par l'école, mais dans d'autres types d'intelligence. OK? Quoi d'autre? Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là pour commencer avec cette première idée, parce que c'est peut-être celle où on peut se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière cette idée selon laquelle on n'utiliserait que 10% de notre cerveau? Déjà, pour vous, lorsque je dis on n'utiliserait que 10% de votre cerveau, ça veut dire quoi pour vous? Comment vous interpréteriez, comment vous interprétez cette idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau? Pour la mémoire, il y a deux types. Je pense qu'il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire courte, les choses affichées à courte durée, et les choses qui restent. Ok. Je pense que c'est des souvenirs gravés positivement ou négativement, mais le quotidien, ça s'efface avec le temps. D'accord. C'est comme les clichés qui s'effacent. Ouais. Donc, ces 10%, ce serait l'idée qu'il y aurait 10% qui resteraient peut-être vraiment gravés et 90% qui seraient volatiles, s'envoleraient, s'effaceraient. Ok. Je ne sais pas si on parle là de stockage dans la mémoire, ou est-ce que c'est la capacité de faire travailler la mémoire à 10% ou le reste? Ok. On aurait un organe qui est magnifique, c'est le cerveau, seulement on n'aurait pas le mode d'emploi et on l'utiliserait pas très bien. On l'utiliserait qu'à 10% de ses capacités. Si on savait mieux comment fonctionne notre cerveau, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux. Ok? D'autres propositions? C'est ce qui est intéressant derrière tous les neuromythes, c'est que déjà dans la formulation du neuromythe, c'est assez large pour qu'on puisse tous en donner une interprétation qui nous convienne. Nous, on pense que ça veut dire ça. Moi, j'y crois parce que je pense que ça veut dire ça. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, comme chaque neuromythe, derrière, il y a une promesse. La promesse qui est de dire, si on utilise notre cerveau à 10%, il y a peut-être une méthode, il y a peut-être une technique pour faire plus, pour faire mieux. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette idée selon laquelle on n'utiliserait que 10% de notre cerveau? Non? Pas de... L'origine précise, vous ne la connaissez pas? Non, mais peut-être que c'est par rapport aux imageries IRM d'interconvention où on voit à la fois les au maximum qui s'allumeraient. Ouais. Donc, du coup, il y a d'autres circuits qui vont pas être détectés à ce moment-là. D'accord. Ça pourrait effectivement, une des origines possibles pourrait venir de cette IRM, cette imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où on voit des images du cerveau, et il y a seulement certaines taches de couleur, et donc ça voudrait dire que tout le reste, qu'est-ce qu'il fait, à quoi est-ce qu'il sert? D'accord. D'autres idées?
En fait, il n'y a pas d'origine précise établie sur cette idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Il y a plusieurs origines possibles. L'imagerie cérébrale, c'est une origine moderne possible. Mais peut-être l'origine la plus plausible, celle qui est peut-être l'une des plus anciennes, nous vient de ce monsieur, William James. Est-ce que ce monsieur William James, ça vous dit quelque chose? William James est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine. Et il se trouve que dans les années 1900, en 1907 exactement, William James a émis une théorie qui s'appelle la théorie de la réserve d'énergie. Et dans sa théorie, William James, ce grand psychologue, dit « Les personnes n'exploitent qu'une fraction de leur potentiel mental. » Pour William James, nous serions tous bridés, nous n'utiliserions qu'une fraction de ce qu'on pourrait faire avec notre cerveau. Je vous ai dit, William James est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine, et donc il va aller tester tout ça. Il va essayer de voir si effectivement, avec une correcte méthode, on peut faire plus, on peut faire mieux. Et donc il va s'associer avec un de ses camarades, un collègue de travail, Boris Sidis, et ensemble, ils vont élever un enfant avec une méthode de stimulation intellectuelle permanente. Vous voyez bien là les guillemets que je fais? Ok. Cet enfant, d'une manière très éthique, ils vont aller le chercher pas très loin, puisque cet enfant, c'est William James Sidis, c'est le fils de Boris Sidis, et William James en est le parrain. Donc pendant 10 ans, cet enfant va être sorti de l'école, et il va avoir cette méthode de stimulation intellectuelle permanente pour voir si on arrive à faire plus, pour voir si on arrive à faire mieux. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe pour cet enfant? C'est un enfant normal, ok. D'autres propositions? Un super génie, ok. D'autres idées? Allez-y, lancez-vous. Ils ont commencé cette stimulation à quel âge? Très très jeune. En tout et pour tout, William James Sidis n'aura passé qu'environ 9 mois à l'école durant toute sa vie. Donc très très tôt, dès les premières années. Ah non. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il est devenu fou. C'était un psychopathe. Ok, d'accord. D'autres possibilités? Les 9 mois de l'école, il les a passés scolarisés et le reste, comme les marins. C'est ça. Mais les 9 mois, c'est 9 mois sur toute son enfance. C'est-à-dire que ça a été des petites périodes durant lesquelles il a été placé en école à certains âges de sa vie, mais en tout et pour tout dans sa vie, pas plus que 9 mois. Parce qu'il a été, il n'a pas été parce qu'il est chez lui et qu'il a c'est surtout pour l'expérience en fait qu'il a été retiré de l'école. Oui, oui, oui. Donc il a vécu tout seul. Donc il a vécu sans camarades. Donc c'est pour ça que je vous dis à votre avis qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça, j'ai eu tout, hein. Intelligent mais pas sociable. Je vais vous dire, après 10 ans de cette méthode de stimulation intellectuelle permanente, William James Sidis est capable de parler plusieurs langues, il a des capacités extraordinaires en mathématiques, en physique, et avant son 13e anniversaire, il réussit le concours d'entrée de l'université d'Harvard. Ça marche? Ben oui, il existe une méthode qui permet à tout le monde de faire plus, à tout le monde de faire mieux. Sauf que ça, c'est la belle histoire, celle qu'on peut entendre parfois. Sauf qu'en réalité, derrière cette belle histoire, il y a 2 gros problèmes. Le premier problème, il nous vient de William James. Lorsque je vous ai dit que William James, c'est un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine, c'est vrai, mais au moment où il fait sa théorie de la réserve d'énergie, il est plus psychologue. À cette époque-là, il est philosophe et il a la chaire de philosophie de l'université d'Harvard. Donc lorsqu'il parle de réserve d'énergie, il n'en parle pas avec des termes psychologiques, mais avec des termes philosophiques. C'est pour ça que jamais il ne définit
ce qu'est cette réserve d'énergie et comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça. Lorsque je vous ai dit qu'il s'associe avec un collègue, Boris Sidis, pour faire cette expérience sur l'enfant, c'est pas vrai non plus. C'est Boris Sidis, son collègue, qui va récupérer les travaux de William James et qui se dit, il y a peut-être une méthode à faire, une méthode que je vais pouvoir vendre ensuite. Une méthode qu'il va vendre dans un livre qui va très bien se vendre, livre qui, lorsqu'on le lit, ne dit absolument rien sur la méthode. Ça, c'est le premier gros problème. Derrière, il n'y a pas vraiment un ancrage scientifique. Le deuxième problème, c'est cette belle histoire de William James Sidis, qui avait des capacités extraordinaires en langue, en mathématiques, en physique, qui réussit le concours d'université d'Harvard. Oui, William James Sidis a bien réussi le concours d'entrée de l'université d'Harvard. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a réussi à la 3e tentative. Et que donc, vraisemblablement, il a été poussé et entraîné juste pour pouvoir réussir ce concours. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est ce qui est arrivé après qu'il ait réussi ce concours. Une fois qu'il est entré à l'université d'Harvard, ce que l'on sait, c'est qu'il va mettre plus de temps qu'un étudiant moyen pour obtenir le premier diplôme universitaire. Après, ça ne va pas l'empêcher d'avoir un poste à l'université, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'à l'université d'Harvard, il y avait son parrain et son père qui y travaillaient. Et c'est grâce à ces relations qu'il va avoir un poste en tant qu'enseignant à l'université, un poste qu'il ne va pas pouvoir garder plus de 6 mois, incapable d'assurer la charge de travail inhérente à une telle fonction. Ça, c'est un des problèmes. Et vous ne trouvez pas étrange, en fait, que, avant que je vous en parle, cet humain supérieur, celui qui fait plus que nous, celui qui fait mieux que nous, vraisemblablement, ici, personne n'en avait jamais entendu parler. Oui, parce que toute cette histoire a été montée et on ne retrouve réellement aucune trace des performances, des exploits dont cet homme semblait capable. La seule chose que l'on sait, c'est que William James Sidis va mourir avant son 50e anniversaire, en ne parlant plus à son père, en étant seul, sans emploi, sans domicile. Donc on est bien loin de l'idée du génie qui pouvait tout faire grâce à cette super méthode. Et si vous avez fait attention à tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé à parler de William James, où sont les 10%? On n'a plus parlé des 10%. La seule phrase qui lie d'un côté ce chiffre de 10% et de l'autre les travaux de William James, c'est cette phrase-là. Cette phrase qui dit « Le professeur William James de Harvard avait l'habitude de dire qu'en moyenne, les personnes ne développent que 10% de leurs habiletés mentales latentes. » C'est la seule phrase qui dit « Bonjour », ces deux éléments. Et plus que de connaître la phrase, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est la personne qui a dit cette phrase. Cette phrase a été dite par ce monsieur, Lowell Thomas. Lowell Thomas, on est bien loin d'un scientifique, c'est un homme de divertissement, de télévision, de radio. S'il est connu, c'est parce que c'est Lowell Thomas qui a permis au reste du monde de connaître un certain Laurence d'Arabie. C'est lui qui a rendu visible Laurence d'Arabie pour le reste du monde. Ce qui est encore plus intéressant que de savoir qui est la personne qui a dit cette phrase, c'est de savoir dans quel contexte cette phrase a été dite. Et il se trouve que cette phrase n'a pas été dite, elle a été écrite. Elle a été écrite en préface d'un livre pour aider ce livre à mieux se vendre. Un livre écrit par un certain Dale Carnegie, un livre qui est très sobrement intitulé « Comment gagner des amis et influencer les gens ». Un des premiers livres de développement personnel, best-seller, encore vendu aujourd'hui dans plusieurs langues à sa plus de 30e édition. Ce qui est intéressant avec cette idée-là, cette origine possible, c'est qu'on voit que lorsqu'on creuse, même cette origine qui est vraisemblablement la plus solide, tout ceci n'est pas très convaincant. Et peu importe les différentes origines que l'on peut avoir, il y a une origine qui part d'un discours d'Albert Einstein, qui aurait dit, lors d'un entretien avec un journaliste, qu'il exploitait plus que 10% du potentiel humain. Sauf qu'en fait, on ne trouve aucune trace
du journaliste qui a posé la question, du journal qui a pu publier ça. Il y a même un chercheur qui, pendant 30 ans, aurait mal interprété les résultats de sa recherche. Mais peu importe l'origine possible, chaque fois on arrive à cette même conclusion. Tout ceci n'est pas très convaincant. Et en réalité, il n'y a aucune preuve qui permet de dire qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Et plus que ça, au contraire, lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement électrique, lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement métabolique, lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement électromagnétique du cerveau, on ne trouve aucune zone dans notre cerveau qui soit totalement silencieuse ou qui ne serve absolument à rien. L'idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, peu importe l'interprétation qu'on lui donne, en réalité, ce que l'on voit dans les recherches scientifiques, c'est qu'il n'y a aucune étude qui permet d'attester l'idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Par contre, il y a énormément d'études qui montrent qu'on utilise bien 100% de notre cerveau. C'est pour ça que il me semble toujours intéressant de commencer par ce premier neuromythe pour pouvoir poser les choses à plat. Mais une fois qu'on a parlé de cette idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, on peut se poser une question. Une question qui, à mon avis, est essentielle. Une question, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave de croire en un neuromythe? Si moi, je suis persuadé que j'utilise que 10% de mon cerveau et que c'est ce qui me permet de me motiver, de faire certaines choses pour utiliser plus de pourcentage, est-ce que c'est grave? C'est une vraie question, et pour essayer d'y répondre, je vais vous parler d'un autre neuromythe qui s'appelle l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est cette idée qu'écouter de la musique classique permettrait de rendre plus intelligent. Contrairement à la première idée, celle selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, cet autre neuromythe, on sait exactement d'où il vient. Il vient d'une étude scientifique qui a été publiée en 1993 dans l'une des deux plus prestigieuses revues scientifiques, la revue Nature. Ce qu'ont fait les chercheurs dans cette expérience, c'est quelque chose d'extrêmement simple. L'expérience se passait en 2 temps. On avait un premier temps de préparation. On fait venir les participants au laboratoire et ils vont suivre une préparation qui va durer 10 minutes. Mais tous les participants ne suivent pas la même préparation. Le premier tiers des participants reste 10 minutes dans le silence le plus total. Le deuxième tiers des volontaires passe 10 minutes à faire des exercices de relaxation et de respiration. Et le troisième tiers des volontaires passe ces 10 minutes à écouter du Wolfgang Amadeus Mozart. Et un morceau précis de Mozart, la sonate pour 2 pianos en ré majeur K448. 10 minutes de préparation, soit dans le silence, soit en faisant des exercices de relaxation et de respiration, soit en écoutant un morceau de Mozart. Et à la suite de ces 10 minutes de préparation, chaque participant va faire un test. Un test qui est notamment utilisé pour pouvoir évaluer le QI, le quotient intellectuel. Ce test, c'est le suivant. On présente aux participants une figure géométrique dans l'espace, et ensuite, à partir de cette figure de référence, on lui présente 4 autres figures, et le participant doit dire quelles sont celles ici qui sont identiques à la première, mais qui ont une orientation dans l'espace qui est différente. À vous. La 4, la 5, ok, la 2, la 3, donc on m'a dit la 2, la 3, la 4, la 5, il me reste que 2 autres possibilités, toutes ou aucune. Toutes, ok, et qui dit aucune? Ok. En réalité, ici, il n'y en a que 2, et il s'agit de la 2 et la 5. Je vous le dis, hein, ça n'a aucune incidence. Hein. Voilà. Et puis, de toute façon, même si vous avez répondu à côté, vous pourrez toujours dire que c'est parce que vous n'étiez pas bien face à l'écran,
et qu'on vient de manger, donc c'est pas idéal. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire qu'on pourra toujours dire que oui, il y a quelque chose qui va pas. Donc, lors de cette expérience, chaque volontaire a fait ces 2 étapes, la préparation et ensuite le test. Ce que les chercheurs ont fait, c'est à partir de ce test, ils ont transformé, traduit les performances de ce test en points de QI. Et ce que les résultats montrent, c'est que comparé aux 2 premières préparations, les participants qui ont écouté 10 minutes de Wolfgang Amadeus Mozart gagnent en moyenne près de 10 points de QI. C'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'écouter du Mozart? Parce que avec cette belle étude, il y a 3 problèmes. Le premier problème nous vient de ce qu'ont fait les chercheurs et de la manière qu'ils ont eu de traduire les performances de ce test avec les figures géométriques en points de QI. Dans leur étude scientifique, ils n'expliquent pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. En réalité, ce qu'ils disent, c'est nous avons traduit, pas plus. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le nombre de participants. En réalité, sur toute cette expérience, il y avait une vingtaine de participants. Pas 20 par groupe, 20 dans tous les groupes. C'est très peu. Si peu qu'il est difficile de savoir si les résultats que l'on observe sont vraiment issus des préparations qui ont été suivies par chacun des participants, ou s'il s'avère que on avait les plus doués qui se sont retrouvés dans un seul et même groupe, et ce groupe, c'était le groupe Mozart. Ça, c'est le deuxième gros problème, et vous allez peut-être me dire que pour pouvoir résoudre ces 2 premiers problèmes, c'est simple. Il suffit de demander aux chercheurs d'expliquer un peu mieux ce qu'ils ont fait et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et de faire passer cette expérience à plus d'individus. Et ça a été fait. Ça a été fait par de nombreux chercheurs dans plusieurs laboratoires, et ces résultats n'ont jamais pu être reproduits. Et ça, c'est le problème. Parce qu'en 1993, lorsque cette étude scientifique sort, avec ces super résultats, qui disent 10 minutes de Mozart, c'est 10 points de QI, c'est magique. Dans tous les médias, on va reprendre ces résultats, on va un peu les modifier. Parce que c'est pas 10 minutes de musique classique, 10 minutes d'un morceau précis de Mozart qui augmente le QI, mais c'est 10 minutes de musique classique, peu importe la musique, et qui va augmenter l'intelligence dans toute sa complexité. C'est comme ça que c'est petit à petit déformé et que ce message va rester. Même si derrière on va avoir plusieurs chercheurs qui vont dire que ça ne fonctionne pas comme ça, ce message va rester. Et c'est là où je vous dis, est-ce que c'est grave de croire qu'écouter de la musique classique peut rendre plus intelligent? Ça peut devenir grave lorsque cette information arrive aux oreilles de ce monsieur. Ce monsieur qui s'appelle Zell Miller, gouverneur de la Géorgie, un État des États-Unis à la fin des années 90, qui, en 1999, déclare « Personne ne remet en question le fait que l'écoute de la musique à un très jeune âge affecte le raisonnement spatio-temporel qui sous-tend les mathématiques, l'ingénierie et même les échecs. » Il déclare ça à partir des seuls résultats de l'étude dont je vous ai parlé, des résultats qui se sont révélés faux. Et cette déclaration, elle est associée d'une prise de décision politique. Il débloque plus de 100 000 $ pour que chaque nouveau-né ait son disque de musique classique à la naissance. Et c'est là, avec cet effet Mozart, que on est sur est-ce que ça peut être grave de croire en un neuromythe? Je vous dirais, ça peut être grave, oui, lorsque on passe du temps, lorsqu'on dépense de l'énergie, lorsqu'on met de l'argent pour essayer d'aller dans le sens d'une croyance qui finalement s'avère erronée. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter de la musique classique. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous écoutez de la musique classique en pensant que ça va vous rendre plus intelligent, il faut peut-être mieux faire d'autres choses, d'autres tâches, d'autres apprentissages qui, eux, auront un réel intérêt pour le but que vous visez. Ça, c'est les 2 premiers neuromythes qui me semblaient importants de tout de suite pouvoir placer pour poser les bases. Et maintenant, très rapidement, on va revenir sur certains des neuromythes dont vous avez parlé, cette idée qu'on aurait un cerveau droit, un cerveau gauche.
Cette idée que toutes les fonctions créatives, tout ce qui serait de l'ordre de l'art, de l'abstrait, de la créativité serait localisé sur un des hémisphères cérébraux et que tout ce qui serait lié à ce qui est mathématique, analytique, concret serait sur un autre hémisphère du cerveau. Et chez chacun de nous, ces deux hémisphères seraient en compétition. Il y en a un des deux qui réussirait à gagner et en fonction de celui qui gagne, ça serait notre personnalité. Et c'est comme ça que si je vous fais passer un petit test, je peux savoir si vous êtes plus une personne créative ou une personne analytique, concrète. Et si vous êtes une personne analytique ou si vous êtes une personne créative, je ne vais pas vous enseigner de la même façon. Je ne vais pas vous parler de la même façon. Sauf qu'en réalité, cette idée, elle est totalement fausse. Elle est fausse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que toutes les fonctions, toutes les régions cérébrales qui participent à des fonctions créatives, à des fonctions abstraites, elles ne sont pas localisées que d'un seul côté du cerveau. Elles peuvent être réparties des deux côtés. Pareil pour ce qui est analytique. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que lorsqu'on se lance dans un processus, peu importe lequel, lorsqu'on est sur une tâche complexe comme de la créativité, on n'implique pas qu'une seule région du cerveau. On va impliquer plusieurs régions du cerveau et on va impliquer les deux hémisphères cérébraux parce que oui, entre nos deux hémisphères cérébraux, on a une autoroute de fibres, des axones qui se connectent d'un hémisphère à un autre. Et lorsqu'on est sur des tâches complexes, comme de la créativité, comme résoudre un problème mathématique complexe, en réalité, on n'utilise pas qu'une seule région d'un côté. On va utiliser plusieurs régions des deux côtés. Donc, cette idée selon laquelle on aurait un cerveau droit et un cerveau gauche, c'est un neuromythe. Revenons sur un autre des neuromythes dont vous avez parlé. C'est là où je me tourne vers vous. Vous m'aviez dit style d'apprentissage. C'est très intéressant. La théorie des styles d'apprentissage, je le disais tout à l'heure, elle sous-tend l'idée que chez chacun de nous, on aurait un sens qui serait le sens préféré. Le sens qu'il faudrait privilégier pour pouvoir faire passer l'information. Si je sais que vous êtes visuel, si je sais que vous êtes auditif, ou si je sais que vous êtes kinesthésique, que vous avez besoin du mouvement pour apprendre, en fonction de ça, je vais vous faire passer l'information soit de manière visuelle, soit de manière auditive, soit vous faire manipuler. Et ça serait la meilleure façon pour chacun de nous d'apprendre, grâce à ce canal sensoriel privilégié. Sauf que là aussi, ça pose un souci. Le premier souci, c'est déjà comment est-ce qu'on sait quel type vous êtes? Est-ce qu'il existe un test fiable, scientifiquement validé et statistiquement solide qui permet de dire, oui, en passant ce test, je peux dire si vous êtes visuel, kinesthésique ou auditif? La réponse est non. Ce test scientifiquement validé qui permettrait de nous catégoriser, ça n'existe pas. C'est un premier problème, déjà. Mais c'est pas parce que ce test n'existe pas qu'on peut pas étudier cette question. Comment est-ce qu'on fait pour étudier cette question? On fait venir des volontaires au laboratoire et on leur demande quel est leur style d'apprentissage. Parce que si je vous demande à toutes ici, je suis persuadé que vous pouvez dire « moi j'apprends mieux lorsque je vois les choses ». Moi j'apprends mieux lorsque j'entends les choses. Moi j'apprends mieux lorsque je manipule. Et donc on demande à chacun des volontaires de s'auto-catégoriser. Ils sont dans quelle catégorie? Et ensuite, par exemple, on prend toutes les personnes qui disent « moi je suis visuel » et pour la moitié d'entre eux, on va faire passer de l'information que de manière visuelle et pour l'autre moitié de ces visuels, on va faire passer de l'information mais que de manière auditive. Et ensuite, on compare les performances. Ce que les résultats montrent, c'est que lorsqu'on fait ça, il n'y a pas de différence significative entre ces deux groupes. Ça, c'est le premier gros souci. Là, c'est quelques méta-analyses, donc des études qui synthétisent le résultat d'autres études pour dire où est-ce qu'on en est. Et toutes les méta-analyses qui existent sur le sujet disent que, en réalité, cette idée du style d'apprentissage, c'est une idée qui est infondée, qui ne s'appuie pas sur un fonctionnement cognitif réel. Et je vais même aller plus loin. En réalité, ce que les études scientifiques tendent à montrer, ce que l'on sait du cerveau qui apprend tend à montrer, c'est que cette idée des styles d'apprentissage, croire qu'on apprend mieux qu'avec notre style
notre canal sensoriel qui est privilégié, plus que d'être faux, c'est contre-productif. C'est totalement contre-productif parce que ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau, pour essayer de maximiser les apprentissages, il ne faut pas se limiter à un seul canal sensoriel, pas seulement du visuel, pas que de l'auditif, pas que de la manipulation, mais en réalité, au contraire, il vaut mieux mélanger, voir tous ces concepts de manière visuelle, de manière auditive, de manière kinesthésique. Plus on va voir ce concept de manière différente, plus il sera facile de retenir les éléments sur le long terme, d'avoir un apprentissage qui sera solide et un apprentissage qui sera durable. Donc, cette idée des styles d'apprentissage, si je reviens et que je conclue sur ces styles d'apprentissage, c'est à la fois, d'un côté, faux parce qu'on ne retrouve aucune étude scientifique qui permette d'attester que ça fonctionne, et en plus, c'est contre-productif. Se limiter à un seul canal sensoriel, ça permet vraisemblablement de moins bien maximiser les apprentissages que si on mêle ces entrées sensorielles et ces manières de voir le concept de manière différente. Je vais revenir aussi sur un autre, vous l'avez mentionné, cette idée que nous serions tous intelligents, c'est ce qu'on appelle la théorie des intelligences multiples. Il y aurait en tout 8 intelligences différentes, et chez chacun de nous, les ressources dans ces 8 formes d'intelligence ne seraient pas mises au même niveau. On aurait une répartition de ces ressources dans ces 8 formes d'intelligence qui serait propre à chaque individu. Ça, c'est une belle théorie. Elle dit qu'on est tous intelligents. C'est magnifique. Sauf que, est-ce qu'elle s'appuie sur quelque chose qui est scientifiquement fondé? Pour savoir, il est intéressant de savoir d'où vient cette idée. Cette idée, elle vient d'un psychologue, Howard Gardner, qui, en 1983, émet cette théorie. Donc, un psychologue qui, au départ, dit « Voici ma théorie sur les styles d'apprentissage, sur ma théorie sur l'intelligence, et cette intelligence est multiple. » Sauf que ce qui est intéressant de savoir, c'est dans quel cadre est-ce qu'il émet cette théorie. En réalité, cette théorie, il ne l'émet pas dans le cadre d'une production scientifique classique, où il fait un écrit qui est publié dans un journal scientifique, mais avant que ce soit publié dans un journal scientifique, c'est revu par d'autres scientifiques pour savoir s'il n'a pas dit et fait n'importe quoi. En réalité, sa théorie de l'intelligence multiple, il va l'expliquer dans un livre qui s'adresse au grand public. Ce livre sort en 1983 et il a un énorme succès. Il se vend de plus en plus. Et là, la communauté scientifique tombe sur Howard Gardner pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait là? Ce que tu émets comme théorie, ça ne se base pas sur ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau, ce que l'on sait même de ce qu'est l'intelligence. Tu es venu découper l'intelligence de cette manière, mais ça ne représente rien de réellement scientifique. » Et Howard Gardner va très vite dire « Ok, j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être pas dû utiliser le mot d'intelligence. J'aurais peut-être dû parler d'aptitude, de compétence. Sauf que je vous ai dit, ce livre, il se vend bien. Et donc, si au début, il fait marche arrière, lorsqu'il voit que ce livre se vend bien, 10 ans après, il revient avec une nouvelle édition de son livre. Et si, dans la première édition, il ne décrivait que 7 intelligences, dans la nouvelle édition, on en rajoute une 8e. Oui, parce que dans cette théorie des intelligences multiples, le problème, c'est ce qui est au centre, qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que vous connaissez la définition de ce qu'est l'intelligence? La définition qui est donnée par les scientifiques et qui fait consensus sur ce qu'est l'intelligence. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de définition de ce qu'est l'intelligence et qui fasse consensus dans le domaine scientifique. C'est là le gros problème. Ne serait-ce que de la théorie des intelligences multiples, c'est déjà ce qu'est l'intelligence. Parce que, vraisemblablement, l'intelligence, c'est un concept complexe. Et le mot intelligence, c'est un mot que nous, humains, avons trouvé pour parler de choses qui sont extrêmement différentes. Des compétences, des aptitudes, des comportements. Et réussir à donner une définition
qui fait le tour de toute la complexité de ce qu'est l'intelligence, ben en tout cas, la communauté scientifique dans son ensemble n'a pas réussi à en faire le tour, à en donner une définition qui soit fiable, qui soit où tout le monde arrive à se mettre d'accord. Donc on devrait peut-être juste arrêter d'employer le terme d'intelligence, puisqu'on ne sait pas le définir, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il est utilisé parfois à tort et à travers, on dit qu'un tel est intelligent, l'autre n'est pas intelligent, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Il faudrait peut-être arrêter de l'utiliser. En tout cas, cette idée, cette théorie des styles, cette théorie de l'intelligence multiple, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui atteste qu'on peut découper l'intelligence de cette manière-là. Ça ne correspond pas à un fonctionnement du cerveau. Et je vais finir sur le dernier des neuromythes dont vous avez parlé. C'est votre super pouvoir. Oui. Les femmes ont cette capacité de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, alors que les hommes en sont incapables. Est-ce qu'effectivement c'est fondé ? C'est la question qu'on va se poser. Alors, moi, je ne suis que le messager. Hein. Voilà. On va voir. C'est intéressant parce que est-ce qu'il y a deux réelles différences dans le fait de pouvoir faire deux tâches complexes en même temps ? Pour ça, en 2013, des chercheuses et chercheurs ont fait une expérience qui est extrêmement simple. Vous faites venir des volontaires au laboratoire et vous les placez face à un écran d'ordinateur. Sauf que cet écran d'ordinateur est divisé en deux parties. Dans la partie du haut ou dans la partie du bas, il va pouvoir apparaître une forme géométrique, et cette forme est soit un losange, soit un carré. Et dans chacune de ces formes, il va apparaître des points, 2 ou 3. Ce qui est demandé aux volontaires, c'est des choses différentes si la forme apparaît dans l'écran du haut ou si la forme apparaît dans l'écran du bas. Si la forme apparaît dans l'écran du haut, ce que le volontaire doit dire, c'est le nom de la forme, ici, carré. Si cette même forme apparaît dans l'écran du bas, ce que le volontaire doit dire, c'est pas le nom de la forme, mais dire combien est-ce qu'il y a de points à l'intérieur de la forme. Ici, 3. Et donc, c'est ce qu'ont fait ces chercheuses et chercheurs. Ils ont fait passer cette expérience à un groupe d'hommes et à un groupe de femmes. En moyenne, les femmes arrivent à répondre, à passer d'une tâche à une autre en 1100 millisecondes. Les hommes en 1400 millisecondes. En moyenne, lorsque les femmes font ça, elles font 6,6% d'erreurs. Les hommes font en moyenne 7,6% d'erreurs. C'est faible, mais d'un point de vue statistique, c'est significatif. Les femmes arrivent plus rapidement et en faisant moins d'erreurs à passer d'une tâche à une autre. Mais ce que cette étude montre aussi, c'est qu'on ne fait jamais en réalité deux tâches cognitives complexes en même temps. Ce que l'on fait, c'est qu'on passe très rapidement d'une tâche à une autre, tellement rapidement qu'on a l'impression de faire deux tâches en même temps. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est intéressant. Une fois qu'on a ces résultats, on peut se poser la question, et ça a été très bien dit, d'où viennent ces différences ? Est-ce que si vous, mesdames, vous avez en moyenne cette faculté à passer plus rapidement d'une tâche à une autre, est-ce que c'est parce que vous naissez avec un cerveau qui est différent ? Ou est-ce que c'est parce que dans la société, tout au long de votre vie, on vous a poussé à faire plus souvent deux tâches en même temps, et c'est ce qui fait que vous avez réussi à faire ça. C'est complexe. En moyenne, il existe des différences entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, mais en moyenne, les cerveaux ne sont pas totalement opposés. Donc il y a des différences, il y a des ressemblances. Et tout ceci, ce sont des moyennes. Lorsqu'on regarde un individu unique, c'est plus complexe que ça. Ça, c'est le résultat lorsqu'on fait faire ce type de tâche-là. C'est ça. Il y a l'échantillon. Alors, ce type de résultat peut se retrouver sur différents types d'échantillons, de populations différentes. Bien sûr. C'est pour ça que le mot important...
Le mot important, c'est en moyenne. Parce que oui, lorsqu'on regarde un individu unique, ben, une femme peut être beaucoup moins multitâche qu'un homme. Et encore une fois, je mets bien multitâche entre guillemets parce que lorsqu'on fait 2 tâches complexes en même temps, on ne peut pas le faire. Si je vous demande de m'écouter en train de parler et qu'en même temps je vous demande de lire un texte qui est au tableau, ben à la fin, si je vous pose des questions, ben vous aurez pas très bien écouté ce que j'ai dit et pas très bien lu ce que vous avez lu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi en fonction de la tâche. Sur cette tâche-là, oui, on voit des différences qui donnent un léger avantage aux femmes. Mais sachez qu'on a fait d'autres expériences avec des tâches qui sont plus proches de la vie réelle. Notamment, lorsque, par exemple, on vous demande de faire une tâche, l'organisation d'un emploi du temps, et que vous êtes entrecoupé de coups de téléphone où vous devez répondre à des questions, puis ensuite vous remettre sur ces éléments. Là, on vous demande de faire 2 tâches complexes et qui sont plus proches de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ben là, on n'observe aucune différence entre les hommes et les femmes. Mais oui, ces différences, elles existent, et ces différences, elles peuvent avoir un impact. Ce qui me permet de rebondir sur le dernier élément que vous avez mentionné, les mathématiques. Est-ce que les femmes sont moins douées en mathématiques ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, et si cette question elle a été posée, c'est notamment lorsqu'on regardait la répartition des étudiants et des étudiantes à un certain niveau. Ces premières études, elles ont été faites aux États-Unis, et on a vu aux États-Unis qu'à partir d'un certain niveau, dans les études scientifiques et notamment en mathématiques, on retrouvait plus d'hommes que de femmes. Donc, une interprétation possible est de dire que si à plus haut niveau on retrouve plus d'hommes que de femmes, c'est que les femmes sont moins douées en mathématiques. En tout cas, elles arrivent à être à niveau jusqu'au collège. La fin du collège, ça commence à être compliqué. Le lycée, c'est encore plus compliqué. Les études supérieures, là, on a de vraies différences. Oui, mais c'est intéressant parce que ce qu'ont fait les chercheurs et les chercheuses autour de cette idée, c'est qu'ils ont testé les stéréotypes qui existent dans notre société et à quel point ces stéréotypes peuvent avoir un impact sur les performances des individus. Si une société croit que les femmes sont moins bonnes en mathématiques que les garçons, est-ce que c'est ce qu'on va observer ? Ce que les chercheurs et les chercheuses ont fait, c'est qu'ils ont fait venir des étudiants au laboratoire, et à ces étudiants, ils leur ont fait passer un test de mathématiques. Un test à peu près de leur niveau, sauf que avant de commencer le test de mathématiques, ils ont dit, en moyenne, ce test est mieux réussi par les garçons que par les filles. Et les résultats qu'ils ont obtenus, c'est qu'en moyenne, les garçons ont mieux réussi que les filles. Même test, même type de participants, mais ils ont dit, en moyenne, ce test est aussi bien réussi par les garçons que par les filles. Les résultats montrent qu'en moyenne, les garçons réussissent aussi bien que les filles. Ça a 2 incidences. La première incidence, c'est la manière dont on présente un problème, l'énoncé de ce problème, la situation dans laquelle on met les participants peut avoir un impact sur leur performance. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est confronté à une idée reçue qui est présente dans la société, cette idée reçue peut impacter. Parce que ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont aussi fait venir des participants au laboratoire, mais cette fois-ci, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit mieux réussi, aussi bien réussi, ils n'ont rien dit pour savoir ce qu'ils observaient. Et ce qu'ils observent, c'est qu'en moyenne, les garçons réussissent mieux que les filles. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé la menace du stéréotype. Le fait qu'un stéréotype existe dans la société peut avoir inconsciemment un impact sur nos performances. Et ça peut avoir un impact même dans les toutes jeunes classes. Autre étude qui a été faite à Marseille sur des classes d'enfants 6, 7 ans, on fait venir des enfants et on leur montre cette figure. C'est une figure géométrique qui est utilisée en psychologie et ils doivent apprendre cette figure. On les laisse pendant un certain temps, puis ensuite on cache la figure et ils doivent redessiner le maximum de détails à partir de cette figure. S'ils ont utilisé ça, c'est parce que cette figure elle est très intéressante, elle est utilisée en psychologie et on peut mettre un score et dire à quel point est-ce que chaque individu a réussi à plus ou moins bien refaire dans les détails la figure. Ce qui est intéressant, c'est que
pour ces jeunes enfants, pour une partie, ils ont dit, cet exercice que vous allez faire, c'est un exercice de géométrie. En disant que c'est un exercice de géométrie, les résultats qu'ils ont obtenus, c'est que les garçons réussissent mieux que les filles. Même exercice, même type de participants, mais cette fois-ci, ils disent, c'est un exercice de dessin. Et là, on n'observe aucune différence. Dans cette idée selon laquelle il y aurait des différences entre les hommes et les femmes, entre le cerveau des hommes et des femmes, oui, il y a des différences. C'est des moyennes, c'est pas totalement différent. Et pour ce qui est de savoir d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis, est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est une base biologique, ben, vraisemblablement, c'est un peu des deux. Mon but aujourd'hui, c'était juste de venir vous parler de ces neuromythes et de vous parler de ce qu'est scientifique. Quand on vous présente quelque chose comme étant scientifique, à mon avis, il faut toujours garder en tête 3 informations. La première information, tout ce qu'on nous dit qui est scientifique, ben, ces résultats scientifiques, lorsqu'ils existent vraiment, ils s'inscrivent toujours dans un cadre bien précis, dans un contexte. Pour obtenir ces résultats, on a fait venir certains types de participants. Vous parliez tout à l'heure de à quel point c'est représentatif, quels échantillons on va aller utiliser pour faire passer cette expérience. Oui, c'est important de savoir que les résultats que l'on obtient sont toujours issus d'une population bien précise qui a passé une tâche précise. On ne peut pas juste parce que on a observé une légère augmentation du QI à la suite de l'écoute d'un morceau de Mozart, dire que c'est toute la musique classique qui augmente toute l'intelligence et peu importe l'âge auquel on fait cet exercice. Non, c'est pas ça qui a été montré initialement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on nous présente quelque chose comme étant scientifique, il faut toujours s'assurer que ce nouveau résultat-là, celui qui est hyper sexy, qui nous vend du rêve, ben, est-ce que d'autres scientifiques vont être capables de retrouver ce même résultat? Parce que si ce résultat n'est pas retrouvé, ben, vraisemblablement, c'est qu'il y avait un problème et que ce premier résultat ne veut pas dire grand-chose. Et la dernière chose, la troisième chose qui me semble important de dire, c'est que lorsqu'on parle de quelque chose qui est scientifique, lorsqu'on pose une question à la science ne peut répondre qu'une photo, que ce que l'on sait maintenant de cette question. Ces éléments, forcément, vont évoluer. Si je reviens ici dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, vous parlez de ces mêmes éléments, ben vraisemblablement, mon discours aura légèrement évolué parce qu'on aura appris de nouvelles choses sur tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui. Mon but, ce n'était pas de vous dire ni quoi penser, ni comment penser, c'est vraiment pas ça. Mon but, c'était juste de pouvoir se dire, ok, sur tous ces éléments où on peut se dire, il y a quelque chose qui est scientifique à la base, ben, est-ce que c'est vraiment scientifique? Et lorsqu'on vous présente à vous quelque chose comme étant scientifique, comment est-ce que vous pouvez dire c'est scientifique ou pas? Ben pour ça, il suffit de savoir si déjà il y a une étude scientifique et d'aller ensuite plus loin sur ce protocole et comment est-ce que ça a été reproduit ou pas. Sachez juste que on n'a pas besoin de ces neuromythes. Ces neuromythes qui nous vendent du rêve, qui nous vendent une belle promesse, parce que au niveau cérébral, on a une capacité extraordinaire qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui fait que peu importe qui on est, peu importe notre âge, peu importe d'où on vient, notre cerveau a cette capacité extraordinaire de pouvoir légèrement se modifier tout au long de notre vie. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais entre le moment où vous avez passé cette porte et le moment où vous allez repasser cette porte en quittant la pièce, ben vous serez plus tout à fait les mêmes personnes. Et ça sera grâce à tout ce qu'on en fait ensemble. Et je vous remercie. Bien sûr. Je vous laisse juste, je vous ai parlé de mon podcast. Mon podcast, ça se retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez la tête dans le cerveau. Ça, c'est le blog qui liste toutes les sources scientifiques que j'utilise pour chacun de mes épisodes. Et je vous ai parlé que de certains de mes épisodes autour des neuromythes. Sachez que les neuromythes, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et ça, c'est tous les épisodes qui ont parlé de neuromythes. Donc, si vous voulez vous pencher là-dessus, c'est bien volontiers, on peut rester en contact. Narges a mes contacts, on peut discuter. Je sais que je prends de votre temps. Donc, si vous voulez y aller, je sens qu'il y a des personnes qui ont sûrement là qui sont pressées par le temps. Merci
d'avoir passé ce temps tous ensemble. Et si vous avez des questions et un peu de temps, c'est bien volontiers aussi que je répondrai à vos questions si vous en avez. Mais que tout le monde se sente libre de pouvoir partir.